Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur les oracles et sur l'importance qu'ils avaient dans la DeFi. On a tendance à pas trop en parler parce que c'est pas un secteur hyper spéculatif comme d'autres, mais les oracles sont littéralement les piliers de notre écosystème et l'un des éléments les plus importants dans l'amélioration des conditions de vie de l'expérience utilisateur dans le marché des crypto-monnaies. Un oracle dans la mythologie grecque, c'est une entité à mi-chemin entre les hommes et les dieux qui a des alphas sur les prophéties, les conseils divins et le futur. Ils ont des informations absolument cruciales et ils doivent les retransmettre correctement. Et ben, dans la blockchain, c'est un peu la même idée. C'est l'intermédiaire à mi-chemin entre le monde très hermétique de la blockchain et des smart contracts et celui du monde réel, entre guillemets, qui veut récupérer les données extérieures et les intégrer à la blockchain de manière sécurisée et décentralisée. Vous avez donc compris à quel point c'est important. Imaginez un oracle qui va donner un mauvais prix pour une paire de tokens. Tout le monde va se ruer sur le protocole pour en profiter, et si l'erreur de l'oracle est vraiment abusée, genre ils oublient un zéro, ce qui n'arrive jamais en vrai mais c'est pour l'exemple, et ben une simple erreur venant d'un oracle peut entraîner la perte d'un protocole ou d'une diap. Il faut donc, en dehors de la spéculation, être très minutieux sur les oracles utilisés, qui doivent toujours être dans une quête d'amélioration permanente, que ça soit dans la sécurité, l'efficacité ou l'amélioration. On en avait parlé la dernière fois, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo complète dessus. On va donc parler de PIF Network, le nouvel oracle qui a lancé son token il y a quelques temps. On va regarder ce qu'est PIF, comment il se différencie des autres oracles, et on va ensuite étudier les tokenomics du jeton pour savoir s'il est propice à une prise d'investissement. Cette vidéo est en partenariat avec PIF Network. Je vous le précise toujours quand une vidéo est en partenariat avec un projet, mais dans la forme, rien ne change par rapport à une vidéo non sponsorisée. Gardez en tête que je ne travaille qu'avec des projets que je trouve vraiment intéressants et que j'essaye de toujours rester 100% objectif, de parler aussi des zones d'ombre, des problématiques, etc. Vous avez toutes les infos, vous en faites ce que vous voulez, on est parti pour la vidéo. PIF Network, c'est un oracle nouvelle génération qui publie des données des marchés financiers sur plusieurs blockchains. Leur objectif, c'est d'apporter les datas les plus précieuses on-chain, mais pas uniquement dans l'univers des cryptos, comme le prix d'une paire de tokens par exemple, mais aussi dans la finance traditionnelle pour essayer de relier ces deux milieux qui ne sont pas du tout incompatibles. Ils permettent de donner accès à plus de 400 price feeds sur les domaines crypto, les equities, les ETF, les commodités, etc. Pour remettre un petit peu de contexte, PIF c'était à la base déployé sur Solana pendant l'été 2021, juste avant FTX. Très mauvais timing, et après la chute de l'écosystème Solana, qui s'en est d'ailleurs très bien remis, il faudra qu'on en parle un jour en vidéo, PIF a dû s'adapter et a décidé de créer son propre réseau, le PIFnet, pour devenir cross-chain et pouvoir fonctionner sur toutes les chaînes possibles. Et c'est plutôt une bonne décision puisqu'ils fournissent leurs services à plus de 40 blockchains, que ça soit Ethereum, Solana, Optimism, Arbitrum, etc. Et ce qui est très intéressant avec PIF, c'est qu'ils ont un fonctionnement et une technologie qui permettent d'apporter des datas beaucoup plus rapidement avec un coût qui est beaucoup plus faible, et c'est ce qu'on va voir maintenant puisqu'on va s'intéresser un petit peu plus en détail à la tech du projet. Mettez-vous à la place d'un projet qui veut lancer un réseau d'oracles. De quoi est-ce que vous avez besoin? Ok, votre objectif c'est d'amener à vos clients qui vous payent des données les plus précises, rapides et fiables possibles, en évitant à tout prix d'utiliser une source de données centralisée évidemment. On a donc deux entités à gérer et à inciter à adopter le comportement qu'on veut pour notre réseau. La première entité, c'est ce qu'on appelle les publishers, c'est ceux qui vont aller chercher les datas et qui vont les publier sur le réseau. Souvent les publishers, ça va être des acteurs du marché qui ont accès à des datas de prix plus précises et plus fiables. Eux derrière, ils ont forcément un intérêt économique puisqu'ils vont toucher des récompenses en tokens qui sont proportionnelles à la qualité des données qu'ils partagent. Ensuite on a les consumers, les consommateurs de data. C'est tout simplement les clients qui ont besoin des services d'oracle et qui vont payer PIF pour y avoir accès. Donc globalement les blockchains, les diaps, etc. En échange, ils payent des frais dont une partie sera reversée aux publishers. Ce sont globalement les deux principaux acteurs du réseau, les publishers et les consommateurs. Le truc c'est que pour que PIF soit utilisable dans une grande gamme de blockchains, il faut qu'on puisse stocker les datas des publishers et les vérifier quelque part. C'est pour ça qu'ils ont créé le PIFnet, une blockchain indépendante qui est un fork de Solana qui fonctionne en Proof of Authority où chaque publisher va run un nœud validateur. Les prix sont diffusés depuis cette blockchain vers d'autres chaînes grâce à l'utilisation de Wormhole qui est un système de messagerie cross-chain, ce qui va faciliter de fou la communication vers un grand nombre de blockchains vu que ça évite de devoir tout faire manuellement et donc de fractionner les ressources. Tout le monde peut utiliser les datas de PIF, peu importe la blockchain dans laquelle il se trouve. Donc les publishers vont envoyer leurs datas sur le PIFnet. Ok. Ensuite, le PIFnet va agréger ces datas, donc globalement ils vont les comparer pour les transformer en une seule donnée, un seul flux de prix accompagné d'une intervalle de confiance, puis ils vont pouvoir les envoyer à toutes les blockchains qui en ont besoin via Wormhole. Globalement, ce PIFnet, c'est un élément central du réseau et de la version 2 de PIF, puisqu'il permet déjà de devenir indépendant du réseau Solana, ce qui est pas une mauvaise idée avec tout ce qui s'est passé, même si je suis loin d'être anti-Solana, attention, c'est quand même sympa de se détacher d'un point de défaillance unique. Ça permet aussi de multiplier par 20 les performances
performances de la première version de PIF et d'intégrer directement Wormhole dans le protocole. Avec PIFnet et Wormhole, le réseau a pu lancer le système de PIFnet Price Feed qui a permis de lancer ce qu'on appelle le Low Latency Pool Oracle. Normalement, les oracles classiques utilisent un modèle qu'on appelle le modèle push. L'idée, c'est d'envoyer la data de manière continue sur la chaîne à une fréquence précise et les clients viennent la consulter dès qu'ils en ont besoin. Donc par exemple, Avalanche a besoin d'infos. Je suis un oracle, je vais leur envoyer les datas à une fréquence précise et eux peuvent l'utiliser quand ils en ont besoin. Le problème de ça, c'est que du coup, je vais devoir en permanence envoyer des transactions à Avalanche pour actualiser le prix, ce qui va entraîner des frais qui augmentent en fonction de la fréquence de la mise à jour. C'est pour ça que Chainlink n'actualise ses datas que toutes les heures par exemple, parce que sinon ça coûterait beaucoup trop cher. Et imaginez si le réseau est congestionné, les datas envoyées par l'oracle peuvent se perdre dans le flux, ce qui pourrait entraîner des oracles à des prix pas hyper fiables. PIF a un système qui est un peu différent. Tout ce travail de validation et d'agrégation des prix, ils vont le faire sur leur propre blockchain, le PIFnet, qui a des frais assez faibles puisque c'est un fork de Solana qui est conçu pour être très scalable et les transactions sont gratuites pour les éditeurs. Par contre, le fait de diffuser des prix vers les autres blockchains entraînera toujours des frais. Mais comment, concrètement, on optimise ces frais? Eh ben, si on ne paye pour la transaction que quand les consommateurs demandent une mise à jour. On sait que les informations qu'on va transférer et payer pour seront utilisées. La consommation de gaz est donc beaucoup plus ciblée et efficace, et PIF peut donc avoir des mises à jour de prix plus fréquentes et s'étendre à beaucoup plus de blockchains. Et en plus, ce système permet aussi de collecter des revenus à chaque requête ou à chaque mise à jour. Et c'est vraiment l'une des choses que l'on recherche lors de l'analyse d'un projet, c'est de savoir s'il génère des revenus réels. Et ici, c'est bien le cas. La congestion du réseau n'est pas un problème puisque l'agrégation et la publication se fait en amont sur la blockchain de PIF, qui permet, grâce à ce système, d'avoir des actualisations de data toutes les 400 millisecondes, ce qui est assez énorme. Depuis le début de l'année, PIF a commencé à faire beaucoup parler de lui, notamment grâce à pas mal de partenariats qu'ils ont mis en place. L'un des meilleurs exemples, c'est Synthetix qui a choisi PIF comme oracle principal pour les contrats perpétuels sur Optimism, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 10 millions de dollars de frais et de générer un volume de trading de 40 milliards de dollars depuis décembre 2022. On peut aussi parler de Vela et HMX, les deuxième et troisième plus gros DEX sur Arbitrum, Angle, Solène et EmergentFi, les deux premières plateformes de lending borrowing sur Solana, etc. Il y a vraiment beaucoup de partenariats. PIF est aussi l'oracle principal de toute la blockchain Aptos et de Sui, qui même si vous le savez sont des blockchains que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, représentent un afflux de liquidités assez conséquent. On sent qu'on est vraiment sur une équipe de professionnels. Si vous allez voir le site, il y a des moyens, il y a de la qualité, de la transparence et des articles qui sortent très régulièrement sur les différentes avancées. Ok, le projet est techniquement bien en place, maintenant on va aller faire un petit tour du côté des tokenomics. Première chose à souligner, la qualité de la communication et du document autour de la tokenomics. Ils ont écrit un document assez complet qui explique en détail les répartitions et les justifications des différentes allocations de tokens. C'est pas spécialement long, mais c'est clair, facile à comprendre et assez précis, même s'ils auraient pu rentrer dans les détails de certaines explications. Il y en a peut-être dans les commentaires qui peuvent penser que c'est parce que c'est une vidéo en collaboration avec PIF que je dis ça et que mon avis et mon discours est biaisé. Je vous laisse aller faire un petit tour sur la doc en description pour vous faire votre propre avis. Le token PIF a été listé sur les exchanges il y a 2 semaines et il est actuellement autour des 45 centimes à l'heure où je tourne cette vidéo. Le market cap est déjà proche de 1 milliard et PIF a distribué plus de 75 millions de dollars, soit 600 millions de jetons en airdrop à la communauté. Et bon, même si je suis pas fan des airdrops à la base, quand le montant est significatif, ça fait toujours plaisir. Il y aura au total 10 milliards de jetons PIF maximum et actuellement 1,5 milliard de jetons sont dans la circulation, soit 15%. Si on regarde la répartition, on a 22% de la supply max qui sont réservés aux récompenses pour les publishers. C'est logique puisque dans un réseau distribué, il faut inciter économiquement le comportement des acteurs et les publishers doivent sentir qu'ils ont un intérêt à apporter les meilleures données. On a 52% pour ce qu'ils appellent la croissance de l'écosystème. Ils expliquent dans le document que ce budget sera utilisé pour financer les développeurs, les contributeurs, bootstrap le réseau, etc. et à faciliter toutes les innovations comme le financement de nouveaux projets ou des initiatives communautaires. Pour le coup, je trouve ça assez dommage qu'ils n'expliquent pas la façon dont ces jetons sont alloués, mais ils ont prévu de rendre la gouvernance très importante dans leur écosystème et ils vont donc très prochainement proposer la création d'une DAO qui pourra décider de l'allocation de certains financements dans le futur. À voir évidemment si la DAO aura vraiment un gros impact et que c'est pas juste une DAO pour mettre une DAO, mais de ce que j'ai compris, ils ont quand même envie que la gouvernance prenne une grosse place dans leur écosystème. Ensuite, on a 10% qui sont réservés au développement du protocole. Ces jetons seront utilisés pour payer tous les besoins d'infrastructures et de services qui sont nécessaires au réseau. 6% pour l'airdrop, on l'a déjà dit, et 10% pour les investisseurs privés. Et on peut
clairement souligner deux gros points positifs. 10% aux investisseurs privés, c'est un standard clairement acceptable. On n'a jamais nié qu'un projet avait besoin de lever des fonds et que c'est important pour le développement du produit, mais les projets ont tendance à donner beaucoup trop aux investisseurs privés qui vont représenter une trop grosse pression baissière. Et la deuxième chose, c'est le fait que les jetons de la team soient a priori inclus dans la partie croissance de l'écosystème. Je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où ça englobe beaucoup plus d'éléments et on donne pas des jetons à la team juste parce que c'est la mode de donner 20%. C'est toujours pareil, il faut voir ce qu'ils en feront par la suite. On l'a dit, il y a 15% de la supply en circulation et les 85% restants seront libérés tous les 6 mois sur une période de 42 mois. Actuellement, les tokens des investisseurs privés sont bloqués pendant les 6 premiers mois, c'est ce qu'on appelle un cliff. Ils n'auront donc pas accès à leurs jetons pendant cette période. Surveillez les dates importantes de libération pour les inclure dans votre liste d'investissement si vous en faites une. La prochaine est le 1er juillet 2024. On est clairement sur un utility token, un jeton dont l'intérêt premier va être d'inciter les acteurs du réseau à soutenir et à améliorer le service fourni. Il faut aussi que vous le preniez en compte. Le jeton peut clairement prendre de la valeur si le volume augmente et que les services de PIF sont adoptés, mais ce n'est pas son utilité première. Si vous voulez une comparaison dans l'idée, c'est un petit peu le même système que Océan, et ça n'a pas empêché au jeton de prendre de la valeur. Il faut quand même, je pense, que vous soyez conscient de toutes les infos si vous voulez investir, et n'oubliez pas que je vous présente simplement la technologie et le projet, ainsi que son fonctionnement économique, et que vous êtes seul maître de vos investissements. Ok, d'un point de vue technologique, rien à dire, je pense que PIF a vraiment tout pour devenir un futur mastodonte du milieu des oracles et devenir incontournable dans le secteur. C'est bien pour l'écosystème d'avoir différents oracles qui sont compétents, puisque ça permet de décentraliser l'apport de data et de ne pas dépendre que d'un seul projet qui contrôle le marché. Évidemment, beaucoup d'entre vous doivent se poser la question de la comparaison avec Chainlink. Chainlink est actuellement le leader en service d'oracle décentralisé, c'est incontestable. Par contre, d'un point de vue tech, PIF est clairement plus performant que Chainlink dans son fonctionnement, c'est indéniable. Les fréquences d'actualisation sont beaucoup plus courtes, 1 heure pour Chainlink s'il n'y a pas de changement de prix majeur, 40 millisecondes pour PIF. Les prix sont beaucoup plus faibles grâce au système de pool de PIF. C'est vraiment bon niveau tech. Après, il faut aussi voir que Chainlink a fait ses preuves dans l'écosystème et a une réputation excellente dans la résilience, ce que PIF n'a pas pour l'instant car c'est un projet beaucoup trop récent. Il va donc falloir faire ses preuves et montrer que PIF est dans les faits plus efficace que Chainlink, même si je pense que les deux peuvent et vont clairement coexister, sachant que Chainlink se tourne aussi beaucoup vers d'autres secteurs comme l'interopérabilité avec le CCIP. Chacun peut simplement dominer son secteur sans marcher sur l'autre. Le secteur des oracles étant tellement exigeant, je pense que c'est bien d'avoir au moins 2 oracles très compétitifs qui peuvent un petit peu se challenger l'un et l'autre. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail, ça me ferait très plaisir. Je vous ai mis plein de docs sur PIF dans la description si jamais vous voulez aller faire vos petites recherches. C'était Yril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les gars.